Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Regard social, depuis sa création, reste dans sa logique, celle de présenter des cas sociaux et proposer des solutions. Des cas sociaux donc soutenus par des âmes de bonne volonté pour la prise en charge. Ces cas, après guérison ou encore complications, sont présentés à nouveau aux donateurs. Et ce soir, nous vous invitons à rester avec nous puisque nous vous réservons la surprise du mois de novembre qui s'achève. C'est sur Equinox Télévision. Bienvenue à tous. C'est Regard social. Voyez-vous, c'était un moment effroyable lorsqu'elle s'installait donc sur le plateau de Regard social il y a trois mois environ. Honorine, la trentaine, et la jeune dame qui traîne avec elle un ventre plus gros que son corps, pesant ici 20 kg environ. Vous êtes donc ceux-là qui aviez en tout cas regardé le cas sur Equinox Télévision, faute d'avoir décelé de quoi elle souffre. D'aucuns ont pensé à une grossesse et d'autres donc à la maladie dont le nom reste ici inconnu. L'équipe de reportage de Regard social, sous la conduite de l'inépuisable chef opérateur Samuel Tchoufa, n'a pas raté une seule occasion et est allé justement découvrir cette dame dans son environnement immédiat. Je vous invite à revivre ce moment dans ce reportage. Sous le ciel plein de nuages, le village Malangais, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Le calme apparent observé ici cache mal la souffrance des habitants de cette localité. Fatiguée par le poids du lourd fardeau qu'elle porte depuis des années déjà.
Après un an, je l'appelle. Que Ono, ça c'est la maladie ou c'est quoi? Il me dit que maman jolie, moi-même je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, le ventre ne fait que pousser, ça ne fait que pousser. Deux fois même la mort arrive. Nous tous on commence à pleurer. Après, elle revient encore vraiment. Au début de la grossesse que traîne cette jeune dame, c'était la joie dans la famille. Certaines ont même souhaité que le nouveau-né porte leur nom. Mais hélas. C'est ma belle-nièce, papa. Nous-mêmes, nous sommes dépassés avec elle. Depuis des années, elle est une enfant qui était serviable. Mais depuis, nous, on voyait seulement le ventre pousser devant, pousser devant. On se posait les questions, on lui demande, Ono, c'est comment? Elle me dit que, je dis, Ono, ouais, tu vas accoucher mon bonbon. Elle me dit que, maman, ce n'est pas la grossesse. Je dis que tu dis que ce n'est pas la grossesse. Pourquoi le ventre la pousse? Elle me dit que, maman, je te dis que c'est la maladie. Je te jure, ciel, maman, c'est la maladie. C'est là où ça a commencé, nous-mêmes, ça a commencé à nous dépasser, les hôpitaux. On a même cherché sa pauvre maman qui est aussi malade là-bas. Ça nous a dépassé. Je la titillais même, je lui disais que, mais ma soeur, tu vas accoucher quand? Si c'est un garçon, on va donner peut-être le nom de Alan. Donc voilà, après, le temps passait, on ne voyait rien, le ventre ne faisait qu'enfler. Le corps aussi, ses pieds, tout ça là, c'est là où on s'est rendu compte que c'était vraiment un problème grave. Ngopigla Honorine, qui attire toutes les attentions dans son village, se souvient du début de la grossesse d'un autre genre qu'elle peut. Quelques mois plus tard, quand elle revient ici à la maison, elle me dit, maman, viens, je veux te dire quelque chose. Tu sais, je sors comme ça de l'hôpital, mais le médecin m'a confirmé que ce n'est pas la grossesse. C'est là où ça m'a étonnée. J'ai demandé, mais comment se fait que le ventre est volumineux et que le médecin dise que ce n'est pas la grossesse? Parce que lorsque son père est rentré le soir, je lui ai dit, ça nous a tous abattus. On ne savait même plus quoi dire ni quoi faire. Et puis mon mari, lorsque je lui ai même servi à manger, il n'a pas pu manger parce que vraiment, il était tellement abattu. Honorine Ngopigla est mal en point. Ses nuits sont perturbées à cause de la douleur. Elle ne fait que se lamenter. Elle est là, elle est désespérée. Elle est là comme ça. Il y a même les moments où parfois elle a faim, elle me dit, maman, j'ai faim. Mais je ne sais pas, si je mange, mais maintenant la nourriture n'a plus de place dans mon ventre. Maman, j'ai soif, mais je ne peux pas boire de l'eau parce que je ne sais pas là où cette eau-là va entrer. Maman regarde mon ventre. Et il y a les moments, les crampes, lorsque les crampes l'attrapent,
aux mains et aux pieds. Elle devient raide. Je crois seulement que maintenant elle va rendre l'âme. Et il y a aussi les moments où, quand les crampes l'attrapent au niveau de la bouche, c'est très grave. Je commence seulement à mettre la cuillère, ouvrir. On a essayé de faire tous ces méthodes. Elle pleure, elle ne peut pas se tourner, elle ne peut pas se laver seule, elle ne peut rien faire. Elle se demande même ce qu'elle fait encore sur la terre. Mais chaque fois, quand elle part penser à cela, elle-même, comme elle est une chrétienne, elle craint Dieu et elle a la foi en elle. Elle dit toujours, maman, si je ne suis pas encore morte jusqu'à ce moment, c'est que Dieu a prévu quelque chose. Honorine la battante est désormais au rabais. Des cousines avec qui elle a passé de bons moments ont du mal à la regarder en face depuis qu'elle est dans cet état. Quand je vois son état, c'est attristant. Moi, ça me fait très mal. Quand ça a commencé à s'empirer, je vois comment elle souffre. C'est alarmant parce que moi j'ai vécu avec elle pendant des années. On a loué ensemble, tout allait bien. C'était une battante, une fille vraiment forte. Mais depuis qu'elle est dans cet état, des fois je n'arrive même pas à la regarder dans les yeux parce que ça me fait tellement mal. En tant que mère d'enfant, tu vois, elle a une fille déjà de 16 ans, donc elle n'arrive pas à prendre soin de sa fille. Moi, je me mets à sa place et je vois, ça fait très mal. Donc vraiment, Honorine est une mère d'enfant. Sa première fille est seule pour l'instant et âgée de 16 ans et élève en classe de 3e dans un établissement scolaire de la place. Ses yeux ne cessent de laisser couler des larmes. Les larmes de voir l'état de santé de sa mère se dégrader au quotidien. Je pleure parce que ça me fait mal de voir ma mère ici. Elle souffre beaucoup. Elle m'a dit que ça fait beaucoup d'années qu'elle est malade. Beaucoup d'années, elle ne peut plus faire d'activité, elle ne peut plus rien faire. Même se déplacer pour aller chez le voisin, c'est difficile pour elle. Elle ne peut plus. Elle est toujours assise, soit elle se lève et elle crie tout le temps qu'elle ne va pas, que le corps, ça ne va pas. C'est ça. Je ne parviens pas à être en paix dans mon cœur. Quand elle pleure, je lui dis d'arrêter de pleurer, que tout va aller mieux, que Dieu est là, qui sonde le cœur de tout le monde. Qu'est-ce qui se trouve dans le ventre de cette femme? Bientôt 9 ans déjà qu'elle traîne cette grossesse. Honorine vous tend la main. Elle a besoin d'aide. Donc les gens de bonne volonté essaient d'aider la fille ici, parce que son cas nous dépasse déjà. Elle part souvent à l'hôpital, on enlève l'eau, les 4 litres, 5 litres. Après 2 jours, 3 jours, le ventre revient encore. Pardon, essayez de nous aider, les gens de bonne volonté. Et voilà le quotidien de Honorine, cette jeune dame qui souffre énormément.
Difficile pour sa famille de vivre également avec un cas comme celui-là au quotidien. Difficile donc tout cela après plusieurs années. Sur ce plateau avec nous, Dr Ngandjifna, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes sociologue et enseignant à l'Université de Douala. C'est exact. Voilà, vous avez perdu la voix parce que, à force de regarder ce reportage, c'est les témoignages qui vous ont touché. L'atrocité de la douleur et puis compte tenu du caractère particulièrement épurateur et régulateur du ventre, je crois que c'est la dimension la plus haute, sauf par euphémisme, de ce que cette dame peut vivre. Je crois que c'est la douleur rampante, épatante, que celle la vie. Et en s'imaginant dans sa peau, on ne peut perdre que la voix, à défaut d'écraser des larmes. Ça fait carrément 9 ans qu'elle porte cette grossesse. Enfin. Disons cette proto-grossesse ou pseudo-grossesse. Je crois que le reportage a été clair, mais je crois que c'est tout sauf peut-être la grossesse, c'est peut-être l'enfer que cette dame vit. On peut imaginer le métabolisme d'un autre genre qui se passe dans le ventre de cette dame, devenu proéminent dans une excroissance. Je crois qu'il n'a pas de qualification, peut-être que les spécialistes nous diront, mais toujours est-il que c'est assez difficile de supporter le regard sur cette femme et de se sentir, comme je le disais, dans sa peau. C'est effroyable, c'est difficile et insoutenable. Docteur Ngandjifna, les parents de Honorine sont débordés, je veux dire dépassés même par le fait de voir leur fille dans cet état, 9 ans durant, sans véritablement savoir ce qui ne va réellement pas. Elle témoigne qu'au début, c'était des bousculades dans son ventre. Il ne s'agit pas de la fille, ceux qui peuvent se réclamer d'une certaine parenté, qui doivent s'identifier à ce cas, se dire les parents ont mis au monde quel enfant ou qu'est-ce qu'elle a fait particulièrement pour bénéficier, pour supporter ce supplice-là. Donc je crois que c'est une question qui adresse toute la paternité, j'allais même dire toute l'humanité, parce que son cas adresse normalement toute la problématique du genre humain. On devrait se sentir impliqué, que ce soit comme parent, que ce soit comme frère, que ce soit comme sœur. Je crois qu'on doit s'identifier à son cas et avoir une compassion de tout point de vue. Alors, si c'est une pathologie, de quelle pathologie il peut s'agir? Et elle est même déjà maman d'une fille de pratiquement 16 ans aujourd'hui. On n'a pas pu découvrir qu'elle avait un mal depuis sa jeunesse, sa tendre enfance. Je crois que c'est peut-être ceux qui ont prêté le serment d'Hippocrate qui nous diront. Je crois que le sociologue ne va pas se substituer au médecin, mais je crois qu'il y a quand même des signes qui relèvent du phénotype, donc de ce qui est apparent, quand même pour dire que tout porte à croire que ce n'est pas une grossesse. Et sur les bases des rudiments de connaissances, pas en médecine, mais sur le plan de la physionomie de l'être humain, je crois qu'il n'y a pas encore de grossesse, sauf à des Olympiades, il n'y a pas de grossesse qui puisse mettre quand même 9 mois, 9 ans, de mon point de vue. Donc je crois que si c'est une grossesse, peut-être c'est quelque chose qui relève de l'apocalypse, mais je crois que les spécialistes de la question peut-être nous diront s'il y a une possibilité de gestation ou d'incubation d'un fœtus qui puisse traîner sur 9 ans. Je crois que tout porte à croire, sous réserve de l'expertise des spécialistes, que ce n'est pas une grossesse. Alors, le fait de passer toutes ces années avec ce ventre volumineux, aujourd'hui, il n'y a pas de suite, on ne sait pas exactement de quoi elle souffre, mais seulement on observe que ça reste un véritable problème au sein de cette famille, parce que les gens se posent des questions, que ce soit l'environnement, que ce soit les parents, que ce soit même ses propres camarades et ses cousines. On a suivi également dans ce reportage une de ses cousines qui n'arrive plus à la regarder en face, parce qu'elle se demande qu'est-ce qui est bien arrivé à cette femme et qu'est-ce qui se trouve dans son ventre. Donc on aura certainement l'occasion de découvrir tout cela avec les experts qui vont s'ajouter ou alors qui vont se présenter sur ce plateau. Mais seulement, le fait qu'elle vienne à regard social, c'est pour demander de l'aide. Oui, je crois que c'est un phénomène atypique. Je crois qu'il relève même de l'univers du paranormal. Il est tout à fait évident. Et dans cette pauvreté ambiante qui étreint la population, je crois que le geste est un geste courageux qu'il faut encourager de venir poser le problème sur la table et de requérir la sympathie, la philanthropie, la magnanimité
de ceux qui veulent bien l'aider à sortir de là. Vous comprenez bien que si cette famille justifiait d'une certaine opulence ou d'une certaine aisance économique ou financière, je crois qu'elle se serait déjà peut-être fait soigner. Donc le fait qu'elle pose le problème, c'est d'abord un acte humain de courage qu'il faut reconnaître. C'est d'abord un geste d'humilité qui appelle donc finalement la générosité de tous ceux qui se sentent une fibre humaine. D'accord. Alors, 2 semaines après le passage de Honorine sur ce plateau de regard social, les experts invités ce jour-là, pour la circonstance, j'allais dire, ont d'ailleurs pris l'engagement de secouer ou de secourir même la malade. Les démarches engagées par l'équipe de reportage de regard social aujourd'hui, ces démarches qui ont abouti donc à la mise en route d'une ambulance, une ambulance de Jos Medi Clinique qui a réussi à arpenter les raccourcis pour atteindre le domicile de Honorine. Et là, bien entendu, sous la houlette notamment du docteur Morisseau Fozo, qui a donné le quitus parce qu'il était sur le plateau ce jour-là. Ils se sont engagés, ils n'étaient pas seuls avec d'autres médecins pour dire non, non, on ne peut pas laisser mourir cette fille. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui la traumatise véritablement. Donc je vous invite à suivre également cette enquête qui a été menée avec la caméra du chef opérateur Samuel Tchoufa et bien entendu l'équipe qui est allée au domicile, voir également comment est-ce que l'ambulance a pu braver ces difficultés et atteindre notamment le domicile et la ramener à l'hôpital pour la prise en charge. Juste après, nous allons accueillir également d'autres experts sur ce plateau. Honorine, la trentaine, qui traîne un ventre aussi volumineux que son corps depuis des années, vient de bénéficier de la prise en charge. Son passage à Regard Social a suscité un élan de solidarité de la part des téléspectateurs de la chaîne du peuple.
charge d'Honorine a mobilisé plusieurs spécialistes du corps médical de Dios Mediclinic. Soyez les bienvenus à Dios Mediclinic. Ok, madame. Là, nous allons ouvrir votre dossier médical. Oui. Je peux avoir votre nom? Pardon? Ok. Les infirmières vont continuer la suite. Et encore une fois, bienvenue. Ok. Merci. La maladie qui terrasse Honorine, le patron de Dies Mediclinic décide d'hospitaliser la patiente avant d'engager la batterie d'examen. Oui, on a déjà fait les premiers soins. Elle est là, les examens sont déjà faits. Là où nous sommes déjà internés. Et vraiment, disons grandement merci à l'Equinox Télévision. Disons grandement merci au docteur Morisseau qui nous a très bien accueillis. Que cette œuvre continue et que la grâce de Dieu trompe tout le monde. C'est donc une étape, bien entendu, de la prise en charge de Honorine. Voyez-vous, 2 semaines après son passage sur ce plateau de regard social, il y a eu des médecins qui se sont engagés ce jour-là pour sa prise en charge. Ils ont décidé de voir, de savoir, de chercher à comprendre qu'est-ce qui traumatise cette jeune dame. Et sur ce plateau avec nous, Dr Bo Achille qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes médecin interniste? Oui. C'est-à-dire? Médecin interniste, c'est-à-dire qui s'occupe des maladies du corps, des maladies des organes internes du corps. Alors, vous travaillez également pour cette formation sanitaire, c'est-à-dire Dios Mediclinic. Oui, c'est exact. Vous avez vécu toute l'ambiance, toute la scène, l'ambulance, après la décision prise par le Collège des médecins. Vous vous êtes retrouvé en tout cas au domicile de Honorine, la chercher. Pourquoi vous avez fait tout ça avec beaucoup de délicatesse? Parce que la télé était là ou simplement parce que c'est un cas social? Vous savez, Monsieur Ndongo, bonsoir d'abord à tous les téléspectateurs. Le cas d'Honorine inspire beaucoup de compassion, beaucoup de compassion. Et donc, pour la prendre en charge, il ne s'agit pas simplement de prendre la maladie, mais de prendre le malade dans son environnement. Donc, c'est pour cela que nous sommes allés rencontrer Honorine dans son environnement direct pour savoir les réalités auxquelles elle est en contact afin de mieux prendre en charge sa maladie. On a vu le personnel très mobilisé lors de son arrivée. C'est au quotidien? Oui. Ou c'est l'effet de la présence de la caméra? C'est, je peux dire, au quotidien. Parce que nous sommes une équipe assez dédiée pour les patients et nous sommes conscients de la lourde charge que porte le malade dans son côté intellectuel et dans son côté émotionnel. Et donc ce malade a besoin d'un suivi aussi rapproché du personnel. Donc c'est pour cela que pour mettre le malade en confiance, nous allons rencontrer le malade dès son arrivée. Alors, dans quel état vous l'avez accueilli? Effectivement, toute l'équipe était déjà rassemblée pour recevoir Honorine. Et la voir descendre de l'ambulance était un instant assez particulier parce que, son expression pouvait donner à voir l'émotion qu'elle a en elle. Elle ressentait beaucoup d'espoir
Et au regard du corps médical rassemblé, elle était remplie de beaucoup d'espoir. Et donc, dans cette atmosphère-là, nous nous sommes retrouvés à manifester cette compassion à son égard. Voilà. Ouais. Docteur Ngandifna, vous êtes resté avec nous sur ce plateau, vous y serez d'ailleurs jusqu'à la fin. Voilà l'autre étape de la prise en charge de Honorine qui était déjà sur ce plateau et qui a manifesté en tout cas le désir d'être soutenue, et avec notamment le concours des experts qui étaient avec elle pour analyser sa situation. Tous se sont engagés pour sa prise en charge. Et voilà une étape. Oui, je crois que c'était une étape assez fondamentale qui participe de l'accommodation environnementale comme il parlait. Et je crois que c'est un geste assez significatif qui a une portée très haute sur le fait que le patient se sente remis en valeur. Donc je crois qu'une des étapes la plus importante de la thérapie, c'était cette thérapie psychologique d'abord. Qu'elle soit, quand on se déplace pour aller chez elle, avec tout ce que cela comporte comme confort, comme attention, et qu'à l'arrivée, qu'il y ait une équipe dédiée, pluridisciplinaire, dédiée à la tâche. Je crois que c'est d'abord cette première phase psychologique qui a été remportée. Et je peux bien comprendre, pour corroborer son point de vue, qu'on sentait déjà une certaine émotion qui s'est dégagée au moins de la patiente. Donc elle se sent remise en confiance. Et puis, certainement, le moral requinqué par le fait que c'est une équipe qui peut y remédier. Donc, je voudrais quand même me féliciter de cette approche qui devrait être une approche classique et commune du fait que le malade doit d'abord être pris comme tel. Bon, maintenant, pour la phase, on doit également dire, je crois que je ne suis pas peut-être technicien, mais dire que l'approche doit être pluridisciplinaire suppose qu'on maximise les chances d'avoir un plateau technique élargi de compétences pour déceler ou bien pour cerner au mieux le mal dont souffre la patiente. Donc, je crois que vous avez dû voir quelques traits de satisfaction, quelques faisceaux de guérison qui transparaissaient à partir de la diction même, de la tonalité de la malade. Et je crois que c'est un pas décisif, vers la guérison de la patiente. Et c'est tout à mettre à l'actif de nos médecins, et ça nous rassure que dans la pléiade des préjugés, des stigmates qui entourent notre corps médical, il y a quand même des médecins qui, au-delà de tout, gardent quand même la tête haute et sortent quand même du lot. Oui. Honorine a gardé le sourire de son domicile jusqu'à l'hôpital, comme pour dire qu'elle lorgnait déjà le début de la guérison. Avec l'accueil qu'on a observé également, avec ce sourire aussi des infirmières ou du personnel médical. Et le médecin a décidé de la garder parce qu'il était hors des questions qu'elle retourne à son domicile. Son état étant critique. Disons que je ne pense pas que dans l'approche psychologique de la malade, c'est peut-être pas une inquiétude de dire que si elle est internée, c'est que son cas est grave. Mais je crois que c'est plutôt le passage vers le fait qu'elle sort d'un état où elle n'était pas suivie et elle se sent dans un environnement où elle a à côté toutes les compétences médicales qui peuvent remédier au sujet. Donc je crois qu'elle n'était pas davantage dans une approche de désolation ou de désespoir pour dire que son cas est suffisamment alarmant, mais plutôt qu'elle retrouve une famille médicale qui peut maintenant la mettre hors de ce joug d'enfer, de souffrance qu'elle traversait. Alors, docteur Bo Achille, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a mené le médecin à prendre cette décision? C'est-à-dire la garder, après la prise des paramètres et autres, dit non, vous ne retournez plus à la maison, vous êtes hospitalisé parce que la suite nous réserve des surprises. Donc, la décision du docteur Morisseau pour que la patiente soit hospitalisée vient du fait que la patiente avait déjà traversé une longue période dans laquelle la prise en charge était approximative. Et donc, pour avoir une idée claire de ce qui se passait dans son corps, il était question de la garder pour avoir une investigation progressive et minutieuse de sa condition. Donc, directement, on a demandé qu'elle soit hospitalisée, ceci pour nous permettre d'avoir une large marge de manœuvre, de sorte que nous puissions à tout moment avoir accès à quelques informations qui la concernent. Alors, comment était son séjour? Elle était toujours souriante, elle a gardé son sourire, l'ambiance avec les infirmières, c'était comment?
Exactement. Tout le temps qu'elle a passé avec nous a été un moment assez convivial. Assez convivial en ceci que elle, en aucun cas, n'a montré une attitude de mécontentement, parce qu'elle était tout le temps souriante. À toutes les visites médicales, elle était assez souriante, assez toujours remplie d'émotions et assez présente, quoi. Voilà. Alors, avant de venir à l'hôpital, elle manifestait notamment ces douleurs-là. Elle passait des nuits atroces parce qu'elle pleurait. Elle avait notamment ces douleurs, je l'ai dit. Est-ce qu'elle a oublié ces douleurs durant son séjour passé au milieu du personnel médical? Je peux dire à 80% oui, parce que nous faisions tout ce qui était en notre pouvoir pour l'alléger de ces douleurs. Notre cher maître Hippocrate a dit first of all, non nocere. Donc, la prise en charge médicale, le premier rôle, c'est éloigner la douleur. C'est ce que nous avons fait et je pense à 80% des cas, juste de façon intermittente, elle pouvait ressentir de quelques douleurs, effectivement, relatives à son fonctionnement biologique, mais nous avons eu à remédier rapidement à toutes ces douleurs-là. C'est pas un secret, en tout cas, si je vous pose cette question. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Vous êtes médecin, de temps en temps, et vous arrivez à discuter avec elle. D'accord. Ce qu'elle nous disait, c'est que il y a longtemps qu'elle souffre de cette condition-là, et elle se retrouvait souvent à pleurer toute seule parce qu'elle ne savait pas si on pouvait trouver une solution. Et aussi, on ne lui disait pas clairement de quoi est-ce qu'elle souffrait. Donc, il y avait d'abord ce poids de l'incertitude qui régnait dans sa tête et qui la mettait dans un état un état de psychose. Et le fait qu'elle soit à l'hôpital et qu'elle voie comment est-ce que le personnel médical la prenait en charge, l'a rempli davantage de confiance et elle pouvait nous dire clairement qu'elle sent que sa guérison viendra de façon imminente. Oui, mais on vous a vu aussi nombreux autour d'elle. C'est pas le seul cas, en tout cas, pour cette formation sanitaire. Il y a plusieurs malades aussi. Est-ce que c'est la même attention? Exactement. Il y a plusieurs malades. Mais je vous ai dit, dès son arrivée, avec toute la compassion que son cas pouvait générer, nous nous sommes précipitamment mobilisés pour être en mesure d'agir d'une manière ou d'une autre aussi rapidement possible. Et avec les parents, c'était la même ambiance? Oui, avec les parents, c'était la même ambiance. Nous causions souvent, c'était matin, juste après les rondes. On pouvait consacrer quelques minutes de causerie juste pour avoir une certaine familiarité avec le patient. Essayer de rentrer dans ces détails-là que le patient ne peut pas librement confier à un personnel. Oui, et donc ça nous permettait d'avoir quelques détails clés dans sa prise en charge clinique. Comme quoi, par exemple? Les parents disaient quoi? Qu'elle est née comme ça, elle a commencé à manifester la maladie dès le bas âge, ou simplement lorsqu'on a observé qu'elle avait un ventre déjà poussé? Donc, de façon anodine, ils pouvaient croire que les informations qu'ils nous donnaient étaient sans intérêt. Mais à notre niveau, ces intérêts étaient d'une importance capitale parce qu'ils nous permettent de savoir comment est-ce que, dès le bas âge, l'enfant a évolué. Effectivement, nous avons eu des informations relatives à sa condition présente qui était originaire de sa petite enfance. Comment est-ce qu'elle était? Nous aurons le temps d'en parler. Non, dites-nous. Sans doute, vous voulez également savoir. Je crois qu'il faudrait distinguer également ce qui relève du secret médical qu'il ne pourrait pas dire. Donc, toujours est-il que ce qui est encourageant, je ne pense pas que ça doit seulement relever du folklore. Et je crois que, sans publicité pour le centre qu'il a accueilli, je crois que le cas tel qu'il a été posé sur ce plateau devrait au moins être d'un intérêt axiologique dans la mesure où ça pouvait servir de cas d'école, partant du fait que c'est une supposée grossesse qui dure depuis 9 ans. Je crois que ça devait susciter une certaine curiosité nosologique pour les médecins déjà de le savoir. Et on peut comprendre, partant de là, l'intérêt, la mobilisation autour de la malade pour essayer de savoir de quoi il est question et pouvoir l'interner, comme il l'a dit, d'élargir le spectre
de l'évolution, voir tous les paramètres, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas, qu'est-ce qui est constant, qu'est-ce qui n'est pas constant, ainsi de suite et autres, pour déterminer un diagnostic un peu plus précis. Donc je crois qu'il y a cette dimension quand même de l'intérêt scientifique pour eux-mêmes, de savoir qu'est-ce qui ne va pas et de faire cas d'école sur ce cas. Je crois qu'il faudrait également intégrer ça dans l'approche de la mobilisation autour de la patiente. Alors, je voudrais interpeller vos connaissances sociologiques parce que le fait d'avoir cette familiarité entre patient et personnel médical, ça peut donner lieu à un début de satisfaction ou de guérison? Même pas de début. Je crois que la première guérison, c'est déjà de savoir qu'il n'y a pas un détachement ou bien qu'il n'y a pas un fossé entre celui qui peut être patient ou celui qui soigne. C'est de redonner d'abord, requinquer d'abord le moral de ce patient-là pour lui dire qu'en principe, c'est une passe passagère, si vous permettez la tautologie, de dire que le mal n'est pas aussi profond que cela. Il n'a pas franchi le cap de la thanatologie pour dire que bon, il a un pied peut-être du côté de la mort, ainsi de suite et autres. Donc c'est de redonner courage et pleinement espoir à celui qui est malade. Donc c'est pourquoi la première démarche doit d'abord être psychologique, de le reprendre, mais pas de marquer une certaine ascèse ou bien une certaine distance avec celui qui est malade. À défaut, il pensera que bon, c'est assez fatal pour lui ou bien suicidaire. Donc c'est cette approche d'accommodation, cette intégration, cette focalisation du malade qui permet qu'il puisse psychologiquement se dire il peut encore tenir ou bien tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Oui. Docteur Beau, est-ce que sa morphologie n'inquiétait pas ou ne faisait pas peur à certaines infirmières? Elle ne se confiait pas à vous? Bon. Le fait de voir Honorine dans cet état, elle ne venait pas vous dire, docteur, vraiment, sa situation-là, ça nous dépasse. Vous savez, Monsieur Ndongo, ce type d'attitude ne peut pas manquer. Ça résulte généralement de certaines incompréhensions de tel ou tel personnel. Donc, effectivement, pour un personnel paramédical, ça peut être inquiétant. Mais pour un personnel médical, à cause de l'idée clinique, à cause de l'ensemble des expériences déjà eues, on est plutôt amené à avoir un esprit ouvert. On est amené on est rempli d'une forte d'inquisition, de sorte à savoir pourquoi est-ce que, ou qu'est-ce qui se cache derrière cette façade qu'on voit. Donc, le personnel médical ne verra pas de façon inquiétante ce qui est devant lui, mais il va vouloir investiguer pour savoir est-ce que cette condition ne cache pas telle ou telle situation. Ce sont quand même des cas qu'on voit rarement. Ou oui. Alors, vous qui êtes médecin, c'est d'habitude? Bon, très, très rarement, c'est des cas exceptionnels. En tout cas, c'est des cas exceptionnels. Mais nous rencontrons de tels cas, mais à moindre intensité. Voilà, à moindre intensité. Et étant donné que nous sommes toujours amenés à investiguer pour savoir la cause, il n'y a pas une seule cause à une maladie précise. Il peut y avoir plusieurs causes à une maladie. Et donc, c'est cette investigation-là qui nous amène à dire, est-ce que ce cas est exceptionnel? Est-ce qu'il est unique en son genre? Ou est-ce qu'il ressemble à un cas déjà reporté dans la littérature? Donc, c'est sur cette base-là qu'on va et avec lesquelles on aborde le patient. Oui, vous, en tant que médecin, est-ce qu'il vous est arrivé, vous, déjà de retour à la maison, vous poser des questions sur cette pathologie? Comment faire pour la prendre en charge? Effectivement, ce genre de questions ne manque pas parce que l'intérêt premier du médecin, c'est d'arriver à trouver un diagnostic et avoir la prise en charge thérapeutique du patient qui est devant lui. Et donc, dans cette situation-là, on se rend compte que notre cerveau tourne 24 heures sur 24. Notre cerveau tourne 24 heures sur 24 pour que rien ne nous échappe. Voilà, parce que toute information clé peut être capitale, peut être l'élément qu'il faut pour le diagnostic. Voilà. Vous vous êtes dit quoi, concrètement, lorsque vous l'avez vu? Si c'était vous, le médecin principal? Donc, la première chose qui m'est venue en tête, c'est « Waouh !» Un cas challengeant, en tout cas. Ça, c'est un cas challengeant et qui nécessite beaucoup, beaucoup de réflexion. Donc, lorsqu'on a cette situation à l'esprit, lorsqu'on a cette pensée à l'esprit, ça nous amène à voir
le cas avec plus de tact, aborder le cas avec plus de tact. Et dans cette situation-là, si j'étais le médecin, effectivement, je me serais dit, il faudrait qu'on trouve une solution. Il faudrait qu'on trouve une solution. Et comment? Et comment? C'est ça la question. Et comment? Pour trouver une solution, il faut traverser plusieurs étapes. C'est comme arpenter une montagne à la recherche du précieux sésame. Arpenter une montagne, on a des fossés, on a des ravins, on a des crevasses. Et tout ça, il faut voir comment aller au-delà pour trouver l'élément qu'on recherche. Docteur Gandifna, tout cela nécessite quand même des moyens financiers. On a bien vu que la patiente est à ce niveau-là, d'abord parce qu'elle n'a pas pu rencontrer des spécialistes appropriés pour sa prise en charge. Elle n'avait jamais été dans un environnement comme celui-là. C'est un problème dessous également, peut-être, qui a empêché qu'elle puisse atteindre ce niveau. Et naturellement, c'est cette pauvreté ambiante dont nous parlons. Et je crois que son cas appelle encore à plus de solidarité parce que sur 9 ans, peut-être pour utiliser un terme du lexique médical, il est possible que des résistances se soient développées. Donc ça veut dire que son cas appelle encore plus d'attention et peut-être une assistance plus soutenue parce qu'en 9 ans, et en allant dans des centres non spécialisés, il y a des craintes peut-être que le mal se soit aggravé ou alors sur la simple durée de 9 ans qu'il y ait eu des complications. Donc, et je ne dis pas peut-être la difficulté, mais la complexité de la mise au point du diagnostic atteste déjà du fait que son cas nécessite une assistance soutenue, une générosité soutenue. Parce que son cas doit relever certainement d'un plateau technique un peu plus étoffé, d'un spectre de compétences un peu plus large. Et naturellement, ça appelle un peu plus de ressources financières pour parer à tout cela et pour que sa vie soit sauve. D'accord. Alors, docteur Beau, le médecin, j'allais dire docteur Maurice Sofozo, a décidé qu'il fallait procéder à une batterie d'examens pour comprendre un peu qu'est-ce qui ne va réellement pas, qu'est-ce que Honorine a dans son ventre et peut-être savoir comment faire pour la prise en charge. C'était également un autre moment que vous avez constaté, puisque vous étiez aux côtés de Dr Morisseau. Effectivement, M. Ndongo, effectivement. C'est la décision du docteur Morisseau de faire beaucoup de tests, en fait, relève, comme je l'ai dit précédemment, de la complexité du cas qui est devant nous. C'est un cas qui évolue depuis 9 ans, effectivement. Et dans cette situation-là, on se trouve face, on espère que plusieurs médecins l'auraient vu. Et si ils n'ont pas, ou encore le diagnostic n'a pas été clair, dans ce cas, il faille que l'on cherche de façon plus approfondie. C'est pour cela qu'à la voir, on a eu à l'esprit qu'effectivement, il y a plusieurs examens qu'il fallait mettre en œuvre, et de sorte que nous puissions arriver au diagnostic final. D'accord. L'arrivée d'Honorine à la clinique n'était pas une balade de santé. Le collège des médecins qui s'était donc engagé pour la prise en charge de la patiente sous la coordination du docteur Maurice Sofozo, hépato-gastro-entérologue, a exigé une batterie d'examens afin d'explorer le mal qui terrasse d'ailleurs Honorine. Une prise en charge effectuée gratuitement par Jos Medi Clinique. Donc, l'inépuisable Samuel Tchoufouar a vécu également tout cela, avec notamment Xavier Foka et aussi Daniel Warenze 2, une équipe forte pour suivre minute après minute tout ce qui s'est déroulé à la clinique, à Jos Medi Clinique. Je vous propose ce reportage juste après. Nous allons accueillir d'autres experts.
L'hospitalisation d'Honorine, à côté des visites des membres de la famille, n'est pas un séjour de plaisir. Le cas d'Honorine est un cas qui fait effectivement réfléchir parce que c'est un cas assez atypique et qui pour autant fait intervenir plusieurs aspects de la médecine. Notamment, il faudrait tirer des relations entre différents systèmes pour avoir une conclusion claire. Donc, depuis son admission, elle a eu des examens et elle a eu des investigations qui ont été poussées. Et de cela, on pourrait tirer une conclusion assez intéressante. Celle selon laquelle il n'existe pas de pathologie qui naît spontanément. Mais dans son histoire, on relève que depuis son enfance, elle avait déjà des problèmes lorsqu'elle faisait du sport à la maison, lorsqu'elle faisait du sport à l'école, autant pour moi, et lorsqu'elle faisait des travaux champêtres. Donc de là, on pourrait déjà avoir la puce à l'oreille pour savoir de quelle pourrait être l'origine de ce problème. Effectivement, dans nos analyses avec le docteur Morisseau, nous avons eu à l'esprit de faire des échographies qui ont révélé des altérations au niveau de son foie et lui sera mieux placé pour vous expliquer. Et de là, nous pourrons avoir une conclusion claire avec les autres spécialistes qui auront aussi vu Honorine. La batterie d'examens est dictée par docteur échographique pour explorer les différents organes tels que le foie, le rein et surtout les vaisseaux du foie. Ah, on a quand même déjà une idée. Hein? On va essayer de confirmer avec certains examens. Merci de venir pour le suivi de ce malade qui nous a été confié. Cette malade a bénéficié d'échanges d'une équipe pluridisciplinaire, d'une gastro-entérologue, deux cardiologues, un néphrologue et un médecin interniste. Et aussi une batterie d'examens biologiques, radiologiques et histologiques qui ont été même envoyés dans certains instituts en Europe. Maintenant, vu la gravité, l'évolution de la maladie, elle nécessite probablement, après l'avis du cardiologue, elle nécessite probablement une transplantation cardiaque. Voilà ce que nous avons conclu. Durant 2 semaines, Honorine aura tout entendu et tout vu. Cette ponction doit être seulement à soulager le cœur qui est déjà défaillant. Donc, pour vraiment soigner le mal à la racine, c'est faire une transplantation cardiaque qui pourra aussi améliorer l'état du foie qui est aussi atteint, ce qu'on appelle une cirrhose d'origine cardiaque. Honorine a gratuitement été prise en charge par l'équipe médicale de Jos Mediclinic. Tout cela évalué à plus de 2 millions de francs CFA. Dans cette facture, dans le total de cette facture, là, le détail, c'est les consultations parce qu'elle a fait plusieurs consultations chez nous. Elle a consulté les cardio, d'autres gastro qui sont venus la consulter. Il fallait payer les prestations. Elle a fait des examens, des bilans sanguins, des explorations et les consommations des médicaments qu'elle a pris depuis qu'elle est arrivée chez nous. La nutrition, la chambre, c'est tout ça qui fait le montant de 2 111 000. De quoi souffre Honorine? Il était question de savoir si cette masse qu'on avait cette masse que portait Honorine, c'était une masse qui avait une provenance gynécologique, gastro-entérologique ou bien cardiovasculaire. Alors, moi je l'ai exploré, nous on a discuté, il ressort que ses ovaires sont en forme, il n'y a pas de problème au niveau de ses ovaires, son utérus s'étrangle. Sur le plan gynécologique, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un cancer de l'ovaire, c'est ce qu'on pourrait penser. Ce n'est ni un cancer de l'endomètre, ni un cancer de la trompe, ni une autre maladie qui peut donner ce genre de situation qu'on appelle le syndrome de Desmond-Smith. C'est ce à quoi nous pensons le plus, c'est-à-dire une tumeur ovarienne qui va entraîner une sécrétion de l'eau dans le ventre et parfois aussi dans les poumons. On a exploré, on a fait tous les examens possibles, on n'a rien trouvé de ce genre. On a fait énormément d'examens, on a même fait des examens à visée cardiologique, à visée autant pour moi cancérologique. On s'est rendu compte que tous ces examens étaient normaux. On ne va pas se mettre ici à détailler tous ces examens, mais il faut savoir que toutes ces choses-là ont été faites chez Honorine et c'est tout à fait normal. C'est simplement sur le plan cardiologique et hépatique qu'on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes. Que peut-être si
Si la médecine avait été développée pendant qu'on l'accouchait, peut-être qu'on aurait pu faire un diagnostic anténatal. Ça, peut-être qu'on va essayer de voir. Donc c'est quelque chose qu'on aurait pu détecter en anténatal et que peut-être aussi on aurait pu apporter une solution assez précocement, parce que plus tôt c'est détecté, plus tôt on fait un traitement. Nous avons reçu Honorine pour une distension abdominale avec plus ou moins les pieds qui gonflaient, avec cette notion d'absence de règles qui durait environ depuis 9 ans. En tant que gastro-entérologue, il existe plusieurs raisons qui pouvaient expliquer cette distension abdominale. Dans le sphère de la gastro-entérologie, on pense au foie. Honorine, heureusement, n'avait pas d'hépatite, mais elle a plutôt une cirrhose du foie, d'autres étiologies. Fait des recherches plus approfondies, donc, qui nous a nécessité un avis cardiologique. Cet avis cardiologique a diagnostiqué une malformation cardiaque qui a des répercussions au niveau du foie. Et la prise en charge qui s'est fait d'une manière multidisciplinaire, mais sur le plan thérapeutique, vu le plateau technique dans nos pays, nécessite une évacuation sanitaire. Honorine a été reçue par des spécialistes de haut vol. Vous avez d'ailleurs suivi dans ce reportage les spécialistes qui ont exploré en tout cas la pathologie qui gêne, ou tout au moins l'état physique même de cette jeune dame qui est âgée de 39 ans carrément. Elle a besoin toujours de votre aide pour pouvoir être prise en charge davantage. Et avec nous sur ce plateau, d'autres experts qui se sont ajoutés, qui vont davantage aussi nous expliquer de quoi il est véritablement question, puisqu'après cette batterie d'examens, on peut déjà avoir une idée de quoi souffre Honorine aujourd'hui. Docteur Tchoukwa Serge Honoré, bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes médecin, spécialiste en économie de la santé, enseignant à l'Université des Montagnes et bien d'autres encore. Bien d'autres titres aussi. Oui, merci Flavien, merci. Administrateur des cliniques universitaires de Montagne dans l'hôpital d'application de l'Université de Montagne. Très bien. Vous avez suivi non seulement le début de la prise en charge de Honorine. D'abord, le cas qui est venu dans un état pratiquement désolant, je voudrais dire un état qui laissait à désirer pour sa famille et pour son environnement. Oui, vous savez, la problématique de la prise en charge médicale au Cameroun est posée. Chaque fois que nous nous retrouvons autour de ce plateau, c'est toujours le problème d'évacuation sanitaire. Et cela pose également un autre problème, l'assurance maladie universelle, c'est-à-dire la couverture santé universelle. Donc c'est une grande chance pour nous parce que demain, à Yaoundé, l'Ordre national des médecins, c'est l'Assemblée générale et on planchera autour de cette question d'assurance maladie universelle, qu'enfin on puisse résoudre ce problème, ce serpent de mer enfin. Parce que c'est vraiment très grave ce que nous vivons dans notre pays. Nous sommes en situation de catastrophe humanitaire. Donc sans assurance maladie, vous voyez le désastre. C'est peut-être quelques cas que vous recevez ici. Mais nous qui sommes au quotidien en train de prendre en charge les malades dans les hôpitaux, nous qui dirigeons les hôpitaux, je puis vous dire, nous avons des factures de plus de 50 millions d'un pays. Parce que vous soignez des gens, ils n'ont pas d'argent pour vous payer. Qu'est-ce que vous allez faire de ces personnes-là? Parfois, vous les laissez à l'hôpital et ils continuent toujours à vous créer des problèmes parce que ça constitue encore pour vous des charges. Et la problématique de l'évacuation sanitaire également. Et vous avez suivi, vous avez vu comment est-ce que l'urgentiste a pu déployer toute une équipe pour aller chercher la malade, ce qui n'était pas facile. Or, vous voyez que c'est vraiment, je pense qu'avec le déroulé de cette émission, nous allons pouvoir apporter notre petite pierre à la construction de l'édifice médical du Cameroun. Merci. Merci d'être avec nous ce soir pour davantage éclairer le grand public, les populations et même notamment les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs sur la question de l'assurance santé universelle. On évoquera le cas et avec également ce qui a été retenu comme pathologie qui terrorise Honorine depuis pratiquement 9 ans. Avec nous également sur ce plateau, Dr Maurice Ofozo. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes hépato-gastro-entérologue. Oui. Et on l'a dit dans le reportage, le patron de Just Mediclinic. Oui. C'est vous l'instigateur de ce qu'on observe aujourd'hui. Vous avez trouvé ce qui gêne Honorine? On a, je pense, on a à peu près, on a une idée du diagnostic.
qui pourra être approfondi par d'autres examens paracliniques qui ne se font pas ici, au Cameroun. Voilà. D'accord. Donc on a quand même une idée. C'est un processus. Oui, tout à fait. D'accord. Merci d'être avec nous. Vous aurez plus d'explications à nous donner par rapport à tout ce que vous avez fait, l'engagement que vous avez pris et pourquoi vous l'avez fait de façon bénévole. Docteur Emapi, Honoré, je peux inverser? Honoré de Balzac et Mapi. Honoré de Balzac et Mapi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien. Vous êtes gynécologue obstétricien. C'est exact. Vous avez également vu, quand je dis voir, c'est que vous avez consulté Honorine. Tout à fait. Qu'il vous souvienne qu'il y a quelques mois en arrière, sur ce plateau, je pense qu'une tâche avait été confiée à une équipe d'aller, de réfléchir, d'examiner cette dame et de rendre compte à la population. C'est la raison pour laquelle tous ces spécialistes, y compris moi, étions obligés de se démener et comprendre ce qui n'allait pas. Nous l'avons examiné sur le plan clinique, sur le plan paraclinique et il fallait faire ce qu'on appelle le diagnostic d'élimination et le diagnostic positif. Sur le plan gynécologique, vous l'avez vu dans le reportage, on s'est rendu compte que c'était pas là. Rappelez-vous très bien que au début, tout le monde pensait que c'était une grossesse. Il fallait donc qu'on confirme effectivement à la population qu'on ne peut pas avoir une grossesse qui dure 9 ans, ce qui est exact. Et si ce n'est pas une grossesse, est-ce qu'il y avait une maladie gynécologique qui pourrait être à l'origine de l'augmentation du volume de l'abdomen? Sur ce plan également, on s'est rendu compte que le problème n'était pas gynécologique, même si jusque-là, il n'y a pas de règle. C'est simplement une implication entre les différents systèmes de l'organisme qui fait qu'il n'y a pas de règle. Je l'ai dit, il n'y avait pas de cancer, c'est ce à quoi on pouvait penser, ni cancer de l'ovaire, ni cancer de l'utérus. Il n'y avait pas une autre tumeur ovarienne qui est bénigne, mais qui donne ce genre de tableau, ce qu'on appelle un syndrome démence MEC. D'ailleurs, sur le plan clinique, on l'a eu, mais également sur le plan paraclinique, les examens étaient en défaveur d'un problème purement gynécologique. Alors, on a renvoyé dans la balle à mes confrères qui étaient là, qui ont également fait leurs explorations. Et je pense que tout à l'heure, Dr Maurice Fondio était en train de dire qu'on a trouvé qu'on est sur une piste. C'est une piste, c'est comme ça qu'il faut dire. C'est beaucoup plus une implication, il a dit, hépatogastroentérologique et cardiologique. Mais sur le plan gynécologique, je peux être formel, c'est pas là le problème. D'accord. Alors, vous pardonnerez l'absence de cardiologue également qui faisait partie, ou qui fait partie en tout cas de ce collège, pour des raisons de service. Vous savez, ce sont des spécialistes sollicités énormément. Docteur Morisseau, vous également, nous avons simplement eu la chance de vous avoir, tout comme docteur Honoré de Balzac. Vous êtes toujours sollicité, mais seulement vous êtes avec nous. Comment se porte Honorine? Bon, Honorine, sur le plan général, elle est stable, mais persiste toujours ce qu'on appelle la distension abdominale, c'est-à-dire l'abdomen qui est ballonné. Ça peut être une masse, ça peut être de l'eau. Donc le problème d'Honorine ramène à plusieurs problèmes de la santé scolaire, les barrières économiques, les barrières géographiques, les barrières techniques, comme on parlait tout à l'heure de plateau technique. Donc, profitons du cas d'Honorine pour parler de la santé au Cameroun. Il existe plusieurs Honorines au Cameroun actuellement, l'accès de soins de santé. Voilà. Vous avez parlé de la santé scolaire. Le docteur scolaire, en fait. Docteur Mbo vous a parlé tout à l'heure, c'est un diagnostic qui pouvait même déjà être évoqué quand il était à l'école primaire. C'est une patiente qui était inapte, qui ne pouvait pas faire de sport. C'est une patiente qui ne pouvait pas faire des travaux champêtres. C'est ce qu'on appelle difficulté de respirer. En termes techniques, c'est la dyspnée. Donc elle pouvait déjà être explorée à ce moment, comme disait tantôt le docteur Honoré, le gynécologue. On pouvait déjà faire même un diagnostic à la grossesse et le traitement pendant la petite enfance. Elle aurait eu vraiment, ça serait un succès tout à fait total. Mais le diagnostic a été vu d'une manière tardive. Donc,
je reçois cette patiente de 39 ans avec cette distension abdominale dans le premier examen qui était effectué, c'est l'échographie abdominale. Cette échographie qui est couplée avec une nouvelle technique qu'on appelle le fibroscan, comment on appelle ça, mesure de la dureté du foie. Non, ça dure. Plus le foie est dur, plus il est malade. Donc, dès ces premiers examens, on avait vu que le foie c'était un petit foie dur, ce qu'on appelle une cirrhose, qui est une modification de l'architecture du foie, mais un petit foie, donc une cirrhose de l'année. Quelle est donc l'origine de cette cirrhose? C'était déjà la question posée. Ça peut être d'origine virale. Les hépatites, elle n'en a pas les hépatites. Ça peut être l'alcool, elle ne boit pas l'alcool. Ça peut être d'origine rénale, on n'a pas de signes, la fonction rénale était normale. Il fallait maintenant chercher l'origine de cette cirrhose. Le gynécologue a vu la patiente, on a écarté le problème gynécologique et maintenant, vu l'histoire de la maladie, cette difficulté de respirer, donc, elle a bénéficié de l'expérience d'un cardiologue qui a vraiment, c'est quelqu'un d'expérimenté pour ça, qui a fait des explorations et on a trouvé que c'est une défaillance cardiaque dont le cœur n'arrive pas à pomper. Cette défaillance cardiaque a des répercussions au niveau du foie, donc c'est une cirrhose d'origine cardiaque. Donc il faut traiter le cœur et en espérant que le foie va retrouver aussi ses fonctions. Alors, docteur Honoré Emapi, en fait, vous avez également suivi Honorine. Maintenant qu'on a une idée de ce qui dérange Honorine, même si on n'a pas encore trouvé le traitement, mais il y a quand même qu'elle est restée, elle est sortie d'une famille démunie. Et déjà depuis l'enfance, docteur Mauricio Fozio l'a dit, on aurait pu déceler la pathologie dès sa tendre enfance, mais c'était un peu tout cela est embobiné dans l'ignorance. On ne peut pas lui reprocher d'être né beaucoup plus tôt, parce que ça c'est le problème du développement de la technologie. Elle a 39 ans, presque 40 ans, je ne compte pas je ne sais pas combien de femmes accouchées à cette période-là, ayant fait une échographie. Ça il a dit. Cette pathologie, on ne veut pas utiliser des termes redondants ici pour fatiguer les gens, mais on sait ce que c'est des choses qui auraient pu être détectées en anténatal, c'est comme ça qu'on dit ça, c'est-à-dire lors des échographies obstétricales qu'il faut faire. Il y a une que nous appelons échographie morphologique qui se fait entre 4 mois et demi, 5 mois. C'est une échographie très importante et qui doit être faite par un obstétricien qui a une bonne connaissance de la morphologie fœtale, qui peut faire ce diagnostic-là. Et on en profite pour attirer l'attention des femmes que ce n'est pas une fantaisie. Ces échographies qu'on demande aux gens de le faire, c'est simplement pour éviter ce genre de situation. Malheureusement, cela n'a pas été fait à ce moment, très probablement parce qu'il n'y avait même pas eu d'échographie qui était faite. Mais maintenant, il faut s'y suivre dans notre période, dans notre temps, et attirer l'attention des gens là-dessus. Également aussi, on l'a signalé, même si on n'a pas diagnostiqué en anténatal, on aurait pu le faire en période de l'enfance. Il aurait tout simplement suffi qu'elle aille à l'hôpital. Malheureusement, vous le signalez, le caractère, la défaillance financière de la famille ne pouvait pas faire qu'on aille aussi facilement à l'hôpital pour faire un diagnostic. Et même si on était allé à l'hôpital, est-ce qu'on aurait rencontré un spécialiste, un pédiatre, qui aurait pu poser le diagnostic? Parce que nous savons très bien dans nos contrées, c'est parfois des aides-soignants qui vont faire le diagnostic, et si on a encore la chance, un infirmier diplômé d'État, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais en fait, ce genre de situation, c'est un spécialiste qui aurait pu le faire. Ça pose clairement le problème de notre temps, le problème du congrès que nous avons demain, de la réunion de l'Ordre national des médecins qui doit se tenir demain, celui de la couverture universelle, de santé universelle pour tout le monde, qui permettrait à tout médecin de se retrouver dans n'importe où et de travailler dans les mêmes conditions de travail que cela se fait par exemple en Europe, et de permettre aux familles de ne pas poser le problème financier, de ne pas mettre ça en avant de pouvoir aller à l'hôpital, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on est malade et qu'on veut aller à l'hôpital, on regarde sa poche.
Alors que si on avait la certitude qu'on va à l'hôpital, on se fait soigner et on trouve un mécanisme pour pouvoir rembourser tous les soins qui ont été faits, je pense qu'on aurait réglé un grand nombre, on aurait réglé beaucoup de problèmes dans notre pays sur le plan sanitaire. Donc voilà le problème que pose ce dossier, que pose cette patiente. Il a dit, Dr Morisseau, Honorine n'est pas la seule. Au quotidien, nous rencontrons énormément de patientes qui ont des maladies mais qui ne peuvent pas se faire soigner. Mon homonyme et confrère tout à l'heure disait qu'il a une fourchette qui sont à plus de 50 millions. Nous qui dirigeons les cliniques en ville, c'est très fréquemment que nous recevons des gens qui n'ont pas d'argent. On est obligé de les prendre en charge contre rien, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se payer les soins. Bon, alors que c'est nous qui payons, l'addition, et que fait la société pendant ce temps. Donc c'est quelque chose d'assez délicat sur une situation sur laquelle il faut franchement s'y pencher. D'accord. Alors, Dr Gadji, vous êtes toujours avec nous. On a entendu parler de la cirrhose d'origine cardiaque, on a entendu parler de malformation cardiaque, autant de noms qui feraient peur lorsqu'on est dans la situation telle que se trouve Honorine aujourd'hui. Je crois que c'est aux médecins de nous rassurer. Je crois que ce que j'ai cru entendre, c'est que le cas est peut-être sérieux, mais il n'est pas fatal ou il n'est pas funeste. Peut-être que nous comprenons vers le diagnostic qui semble peut-être pas final, mais le plus aigu, c'est qu'il est question quand même du cœur. Et je crois que des connaissances générales, nous savons tous le rôle que le cœur joue dans l'organisme humain, de par la régulation ou bien l'épuration. Et peut-être eux, les techniciens diront que le cœur joue un peu un rôle de systole et de diastole. Donc il y a quand même une certaine centralité de cet organe-là. Et ce que j'ai cru aussi comprendre, c'est que peut-être que le plateau technique camerounais ne se prête pas peut-être à ce genre d'opération. Et il va falloir peut-être revoir les choses autrement, se retourner peut-être vers les plateaux techniques de ceux qui nous ont colonisés, et ce qui nécessairement appelle à délier davantage le cordon de la bourse. Mais je voudrais, quand même, ça peut paraître anodin, il y a quand même des préjugés très tenaces liés au développement de la médecine. Et je parle sous le contrôle de celui qui est dans la spécialité de l'économie de la médecine. C'est peut-être que la floraison ou la prolifération des officines médicales relève peut-être de l'appât du gain. Mais je crois que par ce que la clinique a démontré tout à l'heure, c'est que les autres médecins, dans leur interdisciplinarité, sont venus au chevet. La cinquantaine de millions que l'Université de Montagne a donné gracieusement en charité témoigne de ce que ce n'est pas toujours la part du gain qui guide, mais la question fondamentale quand même reste et adresse quand même le système étatique qui, de manière fondamentale, en assumant ses fonctions régaliennes, devrait quand même faire quelque chose. Si une université privée comme l'Université des Montagnes, si une clinique privée est en mesure de concéder, bon, je ne voulais pas parler de Honoré qui n'a pas donné le chiffre d'aide, mais si des particuliers peuvent arriver à laisser pour la charité 2 millions, 50 millions, mais la question reste quand même, qu'est-ce que l'État fait dans ces conditions? Si des particuliers peuvent le faire, à plus forte raison, l'État qui a les ressources nécessaires. Donc je crois qu'il y a quand même cette question fondamentale d'assurance santé universelle qu'il faudrait quand même, et puis ça tombe bien, je crois qu'à point nommé que c'est la veille, je crois qu'à quelques heures, puisque nous sommes déjà presque au cœur de la nuit, de leur assemblée générale, je crois qu'ils auront la sagacité de poser de manière ferme ce problème pour éviter que d'autres honorines complètent cette facture onéreuse. D'accord. Je prends votre chute, en tout cas pour poser la question à Dr Morisseau. Pourquoi vous vous êtes engagé à faire ça gratuitement? On n'a jamais aidé quelqu'un avec de l'argent. Je crois que le médecin a souvent besoin que de la reconnaissance. Le fait de trouver un diagnostic et que les gens soient reconnaissants, ça motive
ça motive pour certains patients. Surtout nous qui exerçons au privé, nous avons le poids de la fiscalité, le poids des barrières douanières. On a aussi nos propres problèmes, mais ça n'empêche pas que nous soyons au cœur de l'homme. Hein? Voilà. Donc on a fait ça, et j'étais très content de travailler avec ces médecins de confessions diverses, médecins du public, du privé, des formations confessionnelles. Donc aujourd'hui au Cameroun, je pense que les médecins peuvent s'associer, travailler ensemble pour l'intérêt du malade, pas pour l'intérêt de leur poche. Donc ce qui m'a motivé, c'est quel diagnostic, de quoi souffre Honorine. Voilà. Mais lorsqu'on évalue ce qui a été dépensé quand même, ça voisine, ou alors ça excelle un peu 2 millions de francs CFA, des examens et tout le reste. Oui, les examens morphologiques. Vous ne vous êtes pas dit c'est quand même une perte? Alors, ce n'est pas une perte. On a appris beaucoup des choses sur le cas d'Honorine sur le plan scientifique. Et ça nous a permis aujourd'hui, avec notre expert de la santé, de poser un problème qui est un problème national aujourd'hui. Et c'était comme si c'était une coïncidence. Demain, ouvre à Yaoundé l'Assemblée générale de l'Ordre national des médecins pour parler de la couverture sanitaire universelle. Est-ce que vous avez voulu faire comprendre à l'État ou au gouvernement qu'il faut parfois se pencher de façon bénévole ou gratuite sur certains cas? C'est le temps que vous donnez? C'est la fonction régalienne de l'État. L'éducation, la santé, c'est la fonction régalienne de l'État. Ça n'empêche pas que certaines personnes du privé contribuent à la santé du peuple, qui sont des futurs électeurs, bien sûr. Dr Gandifna, vous avez... Oui, je voudrais juste comprendre dans l'attitude du médecin responsable de la clinique. Je crois que davantage, il est humble, modeste et déborde par un zèle de générosité. Parce qu'on aurait compris que les médecins ont mis juste leurs compétences, qu'on aurait dit, bon, il n'y a pas de valeur ajoutée particulière. Mais je suis prêt à penser que dans les différents examens, il y a des réactifs. Bon, peut-être les autres noms vont m'échapper. Je crois que c'est par zèle de générosité et de modestie qu'il le dit, parce qu'il y a quand même une dépense qui grève quand même le budget de la clinique. Parce que si c'était un diagnostic simplement scientifique, mais je crois qu'il y a quand même une perte, puisque les cliniques privées ne sont pas assujetties ou exonérées sur quelque forme que ce soit. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une perte quelque part, peut-être par élan de charité, par élan de générosité. Peut-être il ne le dit pas, mais il faudrait que nous soyons à même de reconnaître que c'est un acte très fort qui a été posé pour un privé qui devrait être davantage focalisé sur la marge bénéficiaire, mais qui est quand même prêt à laisser un peu de prix de l'alcool, un peu de prix de réactifs, ainsi de suite et autres. Je crois que c'est un acte qu'il faut quand même saluer, et que ceux qui puisent sur les ressources de l'État prennent en boîte peut-être le pas pour dire si un privé peut le faire, c'est que le public peut le faire au centuple. D'accord. Alors, docteur Tchoukwa, Serge Honoré, on l'a entendu dans les explications tout à l'heure, dans le reportage. Docteur Mauricio Fozo a parlé d'évacuation sanitaire. C'est dire, ça pose encore un problème. Ça veut dire que le plateau technique, chez nous, ici, ne peut pas prendre en charge véritablement le cas d'Honoré. Oui, Flavien, bon, vous allez permettre qu'on puisse peut-être situer les choses dans leur contexte historique. Très important. Parce que lorsqu'on parle de couverture santé universelle, il faudrait que le commun des Camerounais puisse comprendre ce que c'est pour en arriver à l'évacuation sanitaire. Lorsqu'on parle de couverture santé universelle, ce n'est pas les assurances privées que les gens souscrivent auprès des compagnies privées qui existent sur le territoire. C'est la prise en charge globale, c'est-à-dire de l'homme dans sa globalité. C'est-à-dire la prise en charge depuis, quand vous tombez malade, on vient vous chercher avec une ambulance, on vous amène dans un hôpital, on s'occupe de vous, et vous sortez de cet hôpital, vous rentrez chez vous, guéri, et la facture est agressée à un organe qui sera créé par l'État. Et cette structure qui sera créée par l'État, c'est la structure régalienne de la couverture santé universelle. Et pour que cela puisse fonctionner, comme je le disais tantôt, l'évacuation sanitaire est un élément de cet ensemble de prise en charge. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'évacuation sanitaire,
il y a deux types d'évacuation sanitaire sur le plan national et sur le plan international. Pour ceux qui prendront l'avion pour aller se soigner dans un pays tiers, le sociologue a parlé non colonisé. Mais il faut également comprendre que la question d'assurance maladie universelle, une question qui est vieille de plus d'un siècle. Parce que c'est en Allemagne que la question d'assurance maladie universelle s'est posée sur Bismarck en 1884. Et pendant qu'il mettait sur pied le régime d'assurance maladie universelle, le même Bismarck a convoqué une conférence à partir du Congo pour saucissonner l'Afrique comme un gâteau colonial. Et vous voyez, et depuis cette date, l'Angleterre a emboîté le pas en 1942 et la France a sorti sa loi le 27 juillet 1999. Et le Cameroun, nous attendons cette loi qui va légitimer, c'est-à-dire le caractère juridique. Parce que tout ce que nous faisons à l'Ordre national des médecins, nous avons déjà tellement travaillé, où il y a des documents qui sont produits, qui sont envoyés à l'ancien ministre de la Santé et le nouveau, avec qui nous allons travailler à Yaoundé demain. Il est question maintenant qu'il y ait cette loi qui va venir encadrer cette activité. Donc l'évacuation sanitaire, ce n'est pas une question, juste, je peux dire, une petite question, mais c'est une grande question. Parce que pour prendre l'homme dans sa globalité, c'est toujours, parlant de ce régime d'assurance maladie universelle, il est à noter que cette prise en charge de la santé d'un individu, ce n'est pas seulement le corps médical. C'est ce que nous ignorons. La prise en charge d'un individu est multidisciplinaire. Ça veut dire que les médecins vétérinaires doivent jouer leur rôle. Parce que les viandes que nous mangeons au niveau de nos marchés contiennent des dérivés d'antibiotiques qui nous créent des problèmes. Lorsque nous allons tomber malade, nous irons à l'hôpital, on va nous demander un antibiogramme. Vous voyez que la facture sera salée. Il faut les environnementalistes. Regardez dans quelles conditions cette dame vit. Les urbanistes. Comment est-ce que nos villes ont été urbanisées? Il faut également résoudre ces questions-là. Il faut revoir la question comment je veux dire, du plateau technique. Parce que quand on parle d'évacuation sanitaire, ça veut dire que le plateau technique au Cameroun ne nous permet pas de poser certains actes. Et j'ai pu vous dire, j'ai discuté avec l'ancien directeur de la santé, qui est le professeur Lazare Captué. Il m'a dit, quand on construisait les deux hôpitaux, l'hôpital Gérard de Douala, de Yaoundé et de Douala, c'était pour éviter les évacuations sanitaires. Et vous voyez, 30 ans après, nous revenons toujours à la case départ. C'est pas parce que nous n'avons pas les facultés de médecine. Nous sommes des très bons médecins. Le Cameroun a des hommes très bien formés, mais il nous faut l'outil de travail. Donc vous comprenez que la question d'évacuation sanitaire, ce n'est pas, c'est une question qui nécessite beaucoup d'argent. Et cet argent-là, il faut l'assurance maladie universelle pour parer à toute éventualité. Parce que tous les jours, quelqu'un a dit, il y a les honorines partout. Donc c'est très grave la situation. Vous avez répondu à la question tout à l'heure, puisque je parlais de la décision du médecin, de parler de l'évacuation sanitaire. On a posé le problème de plateau technique qui ne permet pas aujourd'hui de trouver ou de solutionner le cas de Norine. Mais seulement une question, quel est le processus? Comment se fait ou alors comment est-ce qu'on bénéficie de l'évacuation sanitaire? Bon, l'évacuation sanitaire dans notre Parce qu'on voit bien qu'il y a une catégorie de personnes qui bénéficient de l'évacuation sanitaire et une autre qui est obligée de se débrouiller. Non, bon, vous savez, le problème, notre société est hiérarchisée. Il y a des personnes qui sont nantis intellectuellement, d'autres sont nantis financièrement. Ceux qui sont nantis financièrement, qui ont beaucoup d'argent, dès qu'ils tombent malades, premier coup de main, tac, directement, ils sont en Inde, ils sont aux États-Unis, ils sont en France pour se soigner. Maintenant, ceux qui sont là actuellement, nous-mêmes médecins, nous sommes dans une situation de précarité sanitaire. Ça veut dire que nous-mêmes médecins, quand nous tombons malades, nous ne pouvons pas nous faire évacuer. Donc c'est cette problématique. Et ceux qui doivent bénéficier justement de cette évacuation, ou qui doivent organiser cela, c'est justement pour résoudre ce problème, il faut qu'on mette sur pied l'assurance maladie et la couverture santé universelle. Parce que si nous entrons dans des querelles, ça va nous amener des querelles inutiles parce que les faits sont là, le constat est là, la situation est critique. Ce n'est pas tout le monde justement qui bénéficie, mais on ne saurait savoir sur quels critères d'autres en bénéficient, d'autres pas. Mais moi, je pense que peut-être d'autres en bénéficient parce qu'ils ont beaucoup de moyens ou bien beaucoup de connaissances. C'est des grands hommes politiques, ainsi de suite, des grands hommes d'affaires, et le peuple. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens, donc ce qui fait qu'il faut qu'on s'occupe justement de ce peuple-là qui souffre et qui n'a pas de moyens. J'ai envie de vous poser la question, mais je la pose quand même avant de donner la parole à Dr Honoré Mapi. Oui.
on entend tellement parler. Et depuis longtemps, de cette assurance santé universelle, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on n'arrive pas à vous savez, démarrer le processus? La question d'assurance, pour qu'on puisse démarrer le processus, c'est clair, je l'ai tantôt dit. Tout ce que nous faisons sans ce qu'on appelle l'encadrement juridique n'a pas un sens. La question assurantielle maladie universelle, c'est une question qui trouve son fondement dans la Constitution du Cameroun. Ce n'est pas que nous inventons, c'est la Constitution qui est la base. Et maintenant, à partir de la Constitution, il faudrait qu'on prenne une loi. Et cette loi-là doit être promulguée, doit être étudiée à l'Assemblée nationale, et cette loi doit être promulguée pour instituer maintenant le régime d'assurance maladie universelle. Et le Premier ministre, en son temps, prendra des décrets et des arrêtés d'application pour nommer les directeurs généraux et tout, pour que cela puisse être fait. Maintenant, l'état des lieux que l'Ordre des médecins a pu faire, c'est de savoir quelle est d'abord la valeur des ressources humaines. Comme je le disais tantôt, ça veut dire que c'est le système de santé qui est mis en jeu. Ça veut dire qu'il faut connaître les ressources humaines que nous avons sur le terrain, les ressources matérielles, ressources financières, ressources organisationnelles, le temps mis pour évacuer les malades et tout. Quels sont les outils de transport que nous avons, les ambulances, est-ce que nous avons les avions médicalisés, ainsi de suite. Donc tout cela concourt à amener maintenant le décideur, qui est le pouvoir central, qui est le régulateur, à faire le travail. Et je peux aller en profondeur pour dire ceci. Si la question d'assurance maladie universelle, c'est un peu croire qu'on veut l'inventer, non, on ne l'invente pas. Et les sources de financement sont là. Je pense que le ministre demain, nous devons avoir le courage de lui dire qu'il doit se jeter à l'eau. Et il y a les sources de financement sont définies. Nous n'inventons pas. Les projets de grande consommation vont fournir l'argent qu'il faut. L'alcool, au Cameroun, on boit l'équivalent d'un fleuve par an. Si on prélève 10 francs par bouteille d'alcool, vous voyez que ça fait des milliards. Et si nous touchons par exemple les tickets de transport, même chose, la consommation à la pompe, vous voyez que les sources de financement sont là. Donc, il suffit seulement qu'il y ait cette décision, c'est-à-dire cette loi qui va déclencher la mise sur pied de l'assurance maladie universelle. Et on n'aura plus tellement de moyens partout sur le territoire national. D'accord. Alors, Emma, puis vous allez patienter une seconde, le temps de donner la parole à Dr Gandifna. Juste pour poser une question, Dr Gandifna. On a entendu de la bouche de Dr Tchokwa parlant des types d'évacuation, de ceux qui peuvent bénéficier de l'évacuation sanitaire. Nous avons le cas de Norine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire si elle ne tend pas la main aux âmes de bonne volonté, comme elle le fait depuis le début? Comment est-ce qu'elle pourrait bénéficier d'une évacuation sanitaire si elle ne le fait pas? Oui, effectivement, sur cette question d'évacuation sanitaire, je parle sous leur contrôle. Je crois qu'il faut distinguer entre évacuation sanitaire suppose un référencement vers un autre centre ou vers un plateau technique plus approprié. Je crois que ça, c'est la conception terminologique de base. Mais en la contextualisant, je voudrais m'écarter un peu du fait que les réponses peuvent être que, bon, ça peut être pour le capital intellectuel ou bien pour le capital économique. Il faudrait dire, c'est vrai que nous sommes dans un contexte un peu politique délicat, mais il faudrait quand même repréciser les choses en contexte camerounais. Ceux qui bénéficient des évacuations sanitaires, il faut entendre que les charges reposent dans les caisses de l'État, parce que c'est en fait la conception camerounaise. Quand on dit que vous avez bénéficié d'une évacuation sanitaire, ça veut dire que vous êtes pris en charge par l'État, par le trésor public. Et puis vous comprenez donc que ce qui justifie de cette évacuation, soit c'est par un état de service fait, c'est par une récompense ou bien une compensation des services rendus à un régime, soit une position dans la classe politique gouvernante, pas d'opposition naturellement, même si dans la littérature, une dame d'un responsable d'un parti d'opposition a bénéficié, mais ça peut être également une contrepartie, peut-être d'autres positionnements. Donc en contexte camerounais, ceux qui bénéficient de l'évacuation sanitaire sont ceux des pontes du régime ou ceux qui justifient d'une certaine position dans la classe politique ou bien dans le gouvernement. Et vous comprenez donc que l'option, il y a donc un travestissement du pouvoir, en fait, du devoir régalien de l'État. Jamais vous ne verrez un planteur de Fonjo Mokwet qui serait en train de mourir d'un cœur qui se serait éclaté. Ça n'attire pas l'attention. Donc je crois qu'il est quand même question de poser cette question fondamentale que, en dépit de tout ce qu'on peut avoir, toutes les vies se valent. Ça, il y a quand même cette égalité. C'est-à-dire que ceux qui, peut-être, et je l'ai dit,
à l'orée de leur assemblée générale. Je crois que c'est quand même une question fondamentale de dire vous êtes pauvre, vous êtes riche, vous êtes ministre, vous êtes directeur, vous êtes planteur. Quand il s'agit quand même de la vie, il faut la sauver à tout prix. Qu'on ait au moins cette compassion de dire que si c'est un planteur, si c'est un éleveur qui a été mordu par un serpent et que cela nécessite une évacuation, il faut le faire parce que c'est même une hérésie de penser qu'un ministre qui a été d'affilée ministre pendant 30 ans, que c'est encore à lui qu'on aide. Mais je crois que c'est un suicide quand même de penser cela. Donc je crois que l'évacuation devait être le privilège de ceux qui sont a priori des ministres. C'est-à-dire que le critère d'écrémage, de sélection et d'orientation doivent d'abord se baser sur le fait que vous n'êtes pas nanti. Ça veut dire que vous n'avez pas les moyens de vous prendre en charge, mais pas évacuer quelqu'un qui a géré 25 milliards par an pendant 25 ans. Je crois qu'il y a un non-sens et puis il y a une négation quand même de la vie. C'est peut-être fondamental, je ne sais pas si ça fera partie de l'agenda, mais il faudrait que les médecins aient le courage de dire que ce qu'ils soignent devant eux, ils ont une vie à sauver. Ils n'ont pas un ministre à sauver, ils n'ont pas un directeur à sauver, mais c'est une vie qu'il faut sauver. Et celui qu'on sauve, c'est celui qui n'a pas les moyens. Alors, cet exemple, je pourrais prendre un autre exemple, ce n'est pas pour sortir du sujet, pour dire que les maisons, quand c'est qui étaient pour des pauvres, mais aujourd'hui, ce sont plutôt des riches qui les occupent. Bon, alors, c'était une parenthèse. Docteur Emapi, nous avons plusieurs cas. Honorine, vous l'avez dit, et également, tout le monde sur ce plateau est d'accord, qu'il y a plusieurs Honorines qui sont dans cette même situation. Honorine, où elle est, elle a besoin de savoir, ou alors de retrouver la guérison. Il est difficile pour elle, à défaut de venir sur le plateau de regard social, tendre la main aux âmes de bonne volonté. Comment est-ce qu'elle devrait faire? Ben, c'est le problème qu'on est en train de poser. Elle, on l'a vu, on a vu où elle habite. Ça va être très difficile qu'on lui demande de faire quelque chose pour elle. C'est clair que on a commencé à faire quelque chose. On a commencé déjà à l'aider pour pouvoir faire un diagnostic. Maintenant, il y a la deuxième phase, parce qu'en médecine, avant le traitement, il faut d'abord faire un diagnostic. Maintenant, on a un diagnostic, il faut la traiter. Et je pense que la même façon qu'on a utilisée pour faire le diagnostic, c'est cette même méthodologie qu'on devrait utiliser pour pouvoir la traiter. Donc, c'est encore en attendant que la couverture santé universelle s'installe. C'est encore des gens de bonne volonté qui doivent pouvoir dire, ah ben tiens, il va falloir sauver cette vie afin qu'on ne dise pas que ce sont toujours les vies des ministres qu'il faut sauver. Ça, c'est pour rejoindre mon confrère qui dit qu'il faut que toutes les vies se valent. Et ça, j'ai bien apprécié cette expression. Il a totalement raison. Toutes les vies se valent. Et c'est sous cet angle-là qu'il faut qu'on se démène, qu'on fasse le maximum pour pouvoir venir en aide à Honorine. Voilà. Vous vous êtes déjà jeté à l'eau, docteur Morisseau, Fozo, vous vous êtes déjà jeté à l'eau en contribuant à votre niveau. Vous avez besoin sans doute d'autres forces pour accompagner, pour aller plus loin que ça et trouver la solution au cas de Honorine. Est-ce qu'elle va attendre que la couverture santé universelle soit effective pour qu'elle puisse bénéficier de cette évacuation? Voilà, on profite de ce plateau pour poser le problème de Honorine. On espère qu'il y a des hommes de bonne volonté, des politiciens, des hommes d'affaires qui peuvent comprendre le problème d'Honorine et faire comme nous, aider Honorine, qu'on puisse l'évacuer dans un centre spécialisé. Honorine peut retrouver sa santé. C'est une question de volonté. La santé, c'est une fonction régalienne comme l'éducation de l'État. Dans l'État, comme on a dit, tout le monde a dit, c'est que toutes les vies se valent. Donc l'État peut prendre Honorine aussi pour l'amener dans un autre centre spécialisé. C'est un cri de cœur que nous sommes en train d'adresser à la population et surtout à l'endroit de nos hommes politiques et nos opérateurs économiques, surtout les multinationaux. Voilà. Il paraît qu'il faut savoir où se trouve le réseau pour bénéficier certainement de cette évacuation sanitaire. Et vous parlez même des évacuations sanitaires. J'étais l'un des premiers à faire des évacuations sanitaires en Inde,
Aujourd'hui, c'est 2-3 Camerounais tous les jours qui vont en Inde. Les derniers chiffres, mettons sur 300 jours, ça fait 900 Camerounais. Et si vous calculez en moins de 5 millions, c'est plus de 12 milliards. Alors qu'il y a des... Et ces Camerounais qui sont évacués à l'étranger sont soignés par des Africains, des Burkinabés, les Saguenais. Il y a la ressource humaine, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est favoriser les conditions de retour au pays, c'est-à-dire l'amélioration des plateaux techniques. On réduirait les évacuations sanitaires même de 80%. Nos nationaux qui sont à l'extérieur peuvent être des expatriés pour venir sauver nos compatriotes. C'est possible. Améliorons uniquement le plateau technique. Alors, Dr Ngadjivna, vous avez... Oui, je crois que dans les propositions de sortie, pas de crise mais de maladie d'Honorine, je crois que tout porte à croire que le prétexte de l'Assemblée générale est tout trouvé pour que l'État lave son péché en évacuant Honorine, c'est-à-dire pour compenser tous les autres cas. Et même pour ce qui justifie une certaine opulence matérielle, je crois qu'il faut faire la lecture temporelle. Et il est difficile de penser que nous sommes à la fin d'une année. Aider Honorine suppose que nous payons une partie des péchés que nous avons commis pour dire merci à Dieu d'avoir passé déjà presque les 12 années. Et même pour ceux qui ont espoir pour l'année 2020, je crois qu'on a la contrainte dans tous les cas de penser que nous devrons arriver en 2020 à une condition, que nous aidons Honorine, pour ne pas l'avoir sur la conscience, parce que c'est assez grave quand même ces questions de cœur. Ça peut lâcher à tout moment. Donc, en conscience, sur le plan éthique ou que ce soit sur le plan religieux, nous devons en conscience pour dire le plus bel acte que nous pouvons poser en 2019, en cette fin d'année 2019, c'est d'essayer de tout faire pour mettre la main à la pâte, de délier le cordon de la bourse pour réunir les moyens pour l'évacuation, même si c'est à titre privé, de faire quelque chose dans ce sens. Ou bien c'est dit que dans les préliginations des prières, Dieu ne peut nous donner toutes les grâces en 2020 qu'à condition qu'on aide. Donc vous voyez que dans l'un ou dans l'autre cas, tout le monde a l'obligation de se pencher sur le cas. Naturellement, pour ceux qui veulent arriver en 2020. Mais comme tout le monde veut arriver en 2020, je crois que tout le monde va se mobiliser pour que nous sortons de cas d'Honorine. Très bien. Alors, docteur Tchoukwa, combien de temps faut-il encore pour que ce soit effectif? Je veux parler de l'assurance santé universelle. Vous savez, la question d'assurance santé universelle, je l'ai tantôt dit, c'est un problème qui ne dépend pas peut-être même du ministre de la Santé. C'est un problème qui dépend, c'est la souveraineté, une question de souveraineté. Quand on dit que quelque chose a une base constitutionnelle, ça veut dire que c'est le patron qui est le garant de la Constitution qui, en son temps, doit prendre, c'est-à-dire la loi, doit promulguer la loi qui institue définitivement la question d'assurance maladie universelle. Pour qu'on évite de dire on a choisi 180 maladies à soigner. Sur quelle base doit-on choisir 180 maladies? Quand on dit une couverture santé universelle, ça veut dire que ça couvre toutes les pathologies. Donc il n'y a pas d'exception. Ce n'est pas que quelqu'un va venir peut-être avec son cancer du foie et on va lui dire que non, ça ne peut pas partir de 180 maladies. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un peu comme avec l'opération Mercy Ship. Non, Mercy Ship, c'est ce que j'appelle des actions temporaires de santé. Ça, c'est des actions temporaires. C'est-à-dire on pose l'acte et on se retire. Alors que la couverture santé universelle, c'est ça qui va permettre aux Camerounais de vieillir, d'atteindre le 3e âge. L'expérience de vie doit prendre un envol. Et permettez-moi de préciser quelque chose que j'allais dû oublier. Ce que d'aucuns ne voient pas, c'est que la couverture santé universelle va résoudre 2 grands problèmes dans notre pays. Le problème qui doit devoir résorber, c'est-à-dire on doit résorber le chômage, c'est-à-dire les jeunes que nous formons dans nos facultés de médecine. Ils vont pouvoir être intégrés, pharmaciens, chirurgiens, dentistes et les médecins, et parce qu'ils pourront créer leur cabinet, parce qu'il y a un organe qui s'assure de régler leurs factures quand ils soigneront les malades. Deuxième chose, c'est que tous les clandestins qui font dans la médecine clandestine, ils vont disparaître, ils vont mourir de leur propre mort. Même ceux qui se battent à vendre les médicaments et tout,
C'est le lieu, je les invite, pour ceux qui sont dans les médicaments, qui font les médicaments par terre, je les invite à envoyer leur enfant à l'université de montagne, venir faire pharmacie, parce que la couverture santé universelle ne fera pas de cadeau. Parce que si vous n'êtes pas agréé, ça veut dire que personne ne viendra chez vous prendre des médicaments. Donc la qualité va s'imposer. Et cette qualité, c'est la qualité de la prise en charge, la qualité des consommables. Et vous voyez que la santé de la population sera une santé de qualité. Donc voilà ce que nous devons porter à l'attention du ministre demain matin à l'Assemblée générale à Yaoundé, pour qu'il puisse être nos oreilles auprès des autorités qui décident pour pouvoir vraiment mettre sur pied cette couverture santé universelle pour le bien des Camerounais. Alors, nous allons sortir de cette émission dans quelques secondes. Dr Morisseau, on sait déjà, ou alors on a une idée de ce qui dérange Honorine, mais il faut des examens poussés pour davantage savoir et trouver la solution. Et traiter surtout. Oui, et traiter. Voilà, donc on a une idée du diagnostic, mais on peut traiter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut finalement? On revient encore à la couverture sanitaire universitaire, mais en attendant la couverture santé universitaire, c'est l'élan du cœur venant même du gouvernement, des opérateurs économiques. Je pense que Dr Ngadjouna a tout dit, que pour laver les péchés, pour atteindre 2020, c'est ça. Donc, prendre en charge Honorine serait une meilleure chose. Dieu nous pardonnera tous les péchés que nous avons commis avant. Alors, je voudrais, avec votre permission, donner la parole au papa de Honorine qui est avec nous ce soir, qui a un mot à dire parce qu'il a suivi également de bout en bout ce que les médecins ont fait pour sa fille et il est avec nous. Bonsoir, papa. Bonsoir. Comment se porte Honorine, selon vous? Honorine est là. Bon, juste après la sortie de l'hôpital, bon, ça promet un peu, bon, ça passe, ça marche un peu. Bon, mais il faut encore beaucoup d'efforts pour elle. Oui. Alors, le médecin dit qu'il fallait l'évacuer. À vous voir, vous n'avez pas de moyens pour le faire. Oui, je n'ai pas de moyens. C'est pourquoi je suis venu sur le plateau aujourd'hui pour d'abord remercier tous les associations, de près de loin, les différentes associations, tout le corps médical et le regard social qui, pour la première fois, ils ont aidé le corps Honorine pour sa prise en charge. Sa prise en charge chez le docteur Morisseau. Donc je les remercie finalement. Vous resterez fort parce qu'il y a espoir. On a entendu de la bouche des médecins qu'il y a une possibilité et c'est la raison pour laquelle nous devons tous nous mobiliser pour accompagner Honorine dans la prise en charge. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus sur ce plateau partager avec nos chers téléspectateurs. Dr Tchoukwa Serge, on vous entendra, vous serez la voix de sans voix à la réunion de l'ordre des médecins, poser le problème de Honorine certainement. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous dis merci également, parce que ce n'était pas facile de parcourir tous ces kilomètres pour venir ici. Oui, vous êtes parti de Branté, de l'Université des Montagnes précisément. Vous êtes spécialiste de l'économie de la santé, il faut le préciser en même temps. Merci beaucoup d'être médecin. Également avec nous, Dr Maurice, merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici et vous continuerez sans doute de le faire pour accompagner, pour la prise en charge de Honorine. Dr Emapi, merci. Vous êtes gynécologue obstétricien, on devrait également le rappeler. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai, je le dis toujours, j'ai d'autres casquettes, mais que j'aime pas beaucoup trop afficher. C'était un plaisir de toutes les façons de contribuer à la mise en place d'un diagnostic, à coller un diagnostic à mon homonyme. C'est mon homonyme, il faut le dire, mon homonyme avec Dr Tchoukwa. Ouais. Vivement qu'on vienne en aide à Honorine afin qu'elle puisse recouvrir sa santé, parce que 9 ans de calvaire de maladie, c'est quand même un peu trop. Si chacun pouvait donner un peu de soi afin qu'elle recouvre sa santé, je pense que ce serait une très bonne chose. Merci d'être venu. Merci à vous également, Dr Ngadjouna. Je ne voudrais pas dire dans les circonstances que vous êtes arrivé ici, mais vous avez accepté parce que vous aimez bien ce que vous faites. Et chaque fois qu'on parle d'un cas social, ça vous touche directement.
Oui, je crois qu'Honorine souffre d'un problème de cœur et je crois qu'il n'y a qu'un élan de cœur qui peut faire sortir Honorine de cette maladie. Et nous restons convaincus que tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Merci pour la rime et merci également pour tout. Alors, je voudrais dire merci à toute l'équipe qui m'a accompagné à la réalisation de cette autre édition de Regard Social. Eric Ouattat, Cédric Chouna, Mitterrandam, Julienne Béatibissaï et Xavier Foka, Samuel Tchoufa, le chef opérateur de cette émission Regard Social, Dani Warenzede, qui est le réalisateur attitré de Regard Social, le grand public qui est avec nous comme tous les jeudis soirs. Madame, Messieurs, je suis Flavien Ndongo. Bonsoir.